Hippocrate, médecin grec du 5e siècle, est connu comme le père de la médecine moderne. Si l'on se souvient autant de lui, c'est parce qu'il a été le premier à rejeter la croyance, alors courante, selon laquelle les phénomènes surnaturels étaient à l'origine des maladies, et à se concentrer sur la science de la médecine en fondant sa pratique sur l'observation et l'étude. Du moins, c'est ainsi que l'établissement médical moderne raconte l'histoire. La vérité, cependant, est quelque chose de plus complexe. Considérez l'une des citations les plus célèbres du grand médecin. Tout le monde a un médecin en lui ou en elle. Nous devons simplement l'aider dans son travail. La force de guérison naturelle qui se trouve en chacun de nous est la plus grande force de guérison. De quelle force de guérison parlait-il? La réponse à cette question remet en cause non seulement notre évocation d'Hippocrate, mais les fondements mêmes de la médecine moderne. En 1957, un curieux récit parut dans Journal of Protective Techniques qui racontait l'histoire d'un mystérieux patient connu sous le nom de Monsieur Wright. Et Monsieur Wright suivait un traitement pour un cancer à un stade avancé et le traitement avait échoué. Son cou, sa poitrine, ses aisselles et son bassin étaient remplis de tumeurs de la taille d'une orange. Ses poumons étaient remplis de liquide qu'il fallait drainer tous les jours pour qu'il puisse respirer. Il était, selon son médecin, fébrile, haletant et complètement alité. On ne lui avait donné que quelques jours à vivre. C'est à ce moment-là que M. Wright a entendu parler d'un tout nouveau médicament miracle appelé le crébiosène, qui faisait l'objet d'études cliniques. Désespéré, il a supplié son médecin de le traiter avec ce médicament. Il était trop malade, a dit son médecin. Les essais cliniques étaient destinés aux personnes ayant 3 mois à vivre. Mais M. Wright ne céda pas et son médecin finit par lui injecter le médicament expérimental. Quelques jours plus tard, il semblait qu'un miracle s'était produit. Lorsque le médecin est venu le voir, M. Wright était sorti du lit pour la première fois depuis des mois. Ses tumeurs, selon les mots de son médecin, avaient fondu comme des boules de neige sur un poêle chaud. Chose incroyable, en 10 jours, M. Wright était totalement débarrassé du cancer. Il a donc quitté l'hôpital et est rentré chez lui. Mais des mois plus tard, M. Wright, en bonne santé, était assis sur son canapé et feuilletait les dernières revues médicales lorsqu'il est tombé sur quelque chose d'inquiétant. Les premiers résultats des essais cliniques du crébiosène sont parus et il semblerait que le médicament n'ait pas fonctionné. Ayant considéré le médicament comme son sauveur, M. Wright a sombré dans une profonde dépression et son cancer est presque immédiatement revenu. Il est retourné voir son médecin qui pouvait voir l'homme effondré qu'était devenu M. Wright. Le médecin a voulu l'aider pour au moins améliorer l'état d'esprit de M. Wright pour ce qui serait sûrement ses derniers jours sur Terre. Il a donc inventé une histoire. Il a dit à M. Wright que malgré ce que les journaux avaient dit, il savait quelque chose qu'ils ignoraient, à savoir que les stocks de médicaments se détérioraient avec le temps, ce qui aurait causé leur échec apparent dans les essais à long terme. Et mieux encore, le docteur a dit qu'il possédait un lot tout neuf et ultra pur du médicament qu'il pouvait injecter à M. Wright s'il le voulait. C'était un mensonge. Mais le docteur lui a injecté rien de plus que de l'eau distillée. Sauf qu'une chose à laquelle le docteur ne s'attendait pas s'est produite. Une fois de plus, le cancer de M. Wright a miraculeusement disparu et il est rentré chez lui en bonne santé. Malheureusement, le secret du médecin a volé en éclats quelques mois plus tard lorsque l'Association médicale américaine a annoncé qu'une enquête nationale avait prouvé une fois pour toutes que le médicament était inutile. Encore une fois, M. Wright a sombré dans le découragement. Seulement cette fois, lorsque le cancer est revenu, il est mort 2 jours plus tard. Mais que s'est-il donc passé dans ce cas? Pourquoi M. Wright avait été guéri 2 fois par quelque chose qui n'avait aucune propriété anti-cancer? Et pourquoi, chaque fois qu'il avait perdu la foi, le cancer était-il revenu? Pour trouver une réponse, nous pourrions commencer par Boston, Massachusetts, et le bureau d'un certain Henry Beecher. Henry Beecher est né en 1904 à Peck, au Kansas, une ville de seulement quelques centaines d'habitants, nichée dans cette grande étendue de prairies du Midwest américain.
Le jeune Henri était une sorte de prodige et ses origines rurales ne l'ont pas empêché d'atteindre le sommet de son domaine de prédilection. En 1926, il obtient un diplôme de chimie de l'Université du Kansas avant de traverser le pays et d'entrer à la faculté de médecine de Harvard en 1928. En 1936, il est devenu le chef du service d'anesthésie du Massachusetts General Hospital, bien qu'il n'ait reçu aucune formation officielle dans ce domaine. Et en 1941, il a obtenu la première bourse de recherche en anesthésie au monde à Harvard. Des marécages du Kansas aux salles sacrées des institutions les plus prestigieuses du pays, Henri Beecher avait réussi. Mais la Seconde Guerre mondiale a éclaté et Beecher a quitté Harvard pour faire son devoir. Il est devenu médecin dans l'armée. Il a été envoyé en Italie, où dans des hôpitaux de campagne improvisés, il a soigné des soldats meurtris et mutilés sur le champ de bataille, avec des membres manquants et des brûlures, les os jaillissant à travers leur peau. Le carnage était tel qu'à un moment donné, Beecher s'est retrouvé à court de morphine. Plutôt que de dire à ses patients qu'il ne pouvait pas les aider, il a commencé à injecter aux soldats blessés une solution saline en leur disant que c'était de la morphine pour tenter de les rassurer. Presque immédiatement, Beecher a commencé à noter quelque chose d'incroyable. Près de la moitié des soldats qu'il injectait avec une solution insignifiante ont déclaré ressentir moins de douleur. Comment cela est-il possible ? Beecher se posera la question pendant toute la durée de la guerre. Et dès la fin de celle-ci, il retournera dans le Massachusetts, à Harvard, et commencera des recherches sur la question. Pendant près de 10 ans, il travaille d'arrache-pied jusqu'à ce qu'en 1955, il publie ce qui deviendra son œuvre majeure, un article dans le Journal of the American Medical Association intitulé « The Powerful Placebo ». Dans cet article, il relate 15 essais qu'il a menés sur différentes maladies. Étonnamment, Beecher a rapporté que 35% des patients qu'il avait étudiés avaient été soulagés par un simple placebo, et c'est ainsi que le terme « effet placebo » est né. Si Beecher a peut-être inventé le terme, il n'a certainement pas inventé le concept. À la fin du XVIIe siècle, le médecin britannique John Agarth a fait une démonstration célèbre de l'effet placebo, bien qu'il ne l'ait pas appelé ainsi, mais en tentant de réfuter l'un des remèdes de santé en vogue à l'époque, dans lequel une tige métallique coûteuse, vendue au grand profit de ses créateurs, était utilisée pour prétendument chasser la maladie du corps. Agarth a utilisé de fausses baguettes en bois qu'il avait fabriquées pour ressembler à leur homologue en métal. Et à sa grande satisfaction, il a constaté que 4 patients sur 5 traités avec les fausses tiges ont vu leur douleur s'atténuer. Mais Agarth n'explorait pas un concept étranger dans la production de masse de la médecine. C'était une pratique bien établie parmi les médecins qui étaient constamment à court de médicaments et de prescrire des pilules ou des potions qui n'avaient rien à voir avec les symptômes du patient ou même des substances inertes comme les pilules de sucre modernes. En fait, c'est Thomas Jefferson qui écrivait en 1707. L'un des médecins les plus brillants que j'ai jamais connus m'a assuré qu'il utilisait plus de pilules faites de pain, de gouttes d'eau colorée, de poudre de cendre que tous les autres médicaments réunis. C'était certainement une fraude pieuse. Mais ce n'est que lorsqu'Henri Beecher a publié The Powerful Placebo que l'effet placebo est devenu un concept médical fondamental et le sujet d'innombrables études scientifiques. Depuis lors, des études ont montré que les placebos réduisaient les douleurs chroniques et aiguës, combattaient la dépression et atténuaient même les symptômes de maladies débilitantes, comme la maladie de Parkinson. Alors, pourquoi cela se produit-il ? On peut penser à la façon dont la médecine était pratiquée dans les cultures anciennes, avec des hommes et des femmes médecines qui élaboraient des rituels, jetaient des os et examinaient les maladies des entrailles, considérées comme relevant du surnaturel. Nous regardons aujourd'hui ces cultures avec dérision. Leurs pratiques étaient considérées comme primitives. En effet, ce sont ces pratiques dont l'établissement médical nous dit qu'Hippocrate s'est séparé pour fonder sa médecine moderne basée sur la science. Pourtant, ces cultures anciennes ne voulaient sûrement pas que leurs habitants soient malades. Si ces pratiques ne fonctionnaient pas, du moins à un certain niveau, elles auraient sûrement essayé autre chose. Il est donc juste de supposer que ces pratiques ont dû fonctionner d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas tout.
On pourrait se demander quelle est la différence entre être guéri par un homme médecine et être guéri par une pilule de sucre. C'est peut-être ainsi que les connaissances modernes sur les placebos peuvent avoir un impact sur notre compréhension des pratiques médicales anciennes. Ou peut-être est-ce l'inverse. Au début des années 1940, Grover Cleveland Baxter, alors âgé d'à peine 20 ans, s'engage dans l'armée américaine avec un objectif précis en tête. Il ne voulait pas tirer sur qui que ce soit, ni devenir officier. Tout ce qu'il voulait, c'était étudier les techniques d'interrogatoire et plus précisément l'hypnose. Quelques années seulement après son entrée dans l'armée, Baxter enseignait à ses supérieurs comment utiliser l'hypnose et comment empêcher qu'elle soit utilisée sur eux, leur révélant des choses auxquelles ils n'avaient jamais pensé. Et c'est à ce moment que Baxter a attiré l'attention de la CIA, et à seulement 24 ans, sur des techniques d'interrogatoire de haut niveau. C'est là qu'il a fondé le premier programme de détecteur de mensonges de l'agence, introduisant des méthodes de polygraphie qui sont encore utilisées aujourd'hui. En fait, il est devenu si habile avec un polygraphe qu'en 1951, alors qu'il n'avait pas encore 30 ans, il a surpassé la CIA. Il a quitté l'agence et a fondé sa propre société de polygraphie où il a agi en tant que consultant du secteur privé pour presque toutes les agences gouvernementales, apparaissant à de nombreuses reprises devant les tribunaux et devant le Congrès. Et pourtant, tout cela n'a servi que de précurseur au moment qui allait changer la vie de Baxter pour toujours. C'était au matin du 2 février 1966 et Baxter avait travaillé toute la nuit sur sa dernière innovation en matière de polygraphe. Il a décidé de faire une pause et de détendre l'atmosphère en faisant quelque chose qu'il considérait de stupide. Il a donc commencé à brancher un détecteur de mensonges à une plante posée sur le bureau devant lui que sa secrétaire avait apporté quelques semaines auparavant. Les détecteurs de mensonges fonctionnaient en mesurant le pouls, la fréquence respiratoire et la transpiration. Les niveaux de transpiration d'une personne augmentent lorsqu'elle est stressée, comme lorsqu'elle dit un mensonge. Mais Baxter a réalisé qu'il allait devoir trouver un moyen d'induire un niveau de stress similaire sur la plante. « Je sais ce que je vais faire, se dit Baxter. Je vais brûler cette feuille. » Au moment où cette pensée lui traversait l'esprit, quelque chose de choquant s'est produit. Le polygraphe a enregistré un pic notable. Comme Baxter l'a décrit, l'idée m'est venue de brûler la feuille. Je n'ai pas verbalisé l'idée, je n'ai pas touché la plante et je n'ai pas touché l'équipement. Pourtant, la plante s'est emballée, le stylet a sauté tout en haut du tableau. L'esprit vif, Baxter s'est précipité dans une autre pièce pour prendre une boîte d'allumettes. Quand il est revenu, les relevés de la plante étaient toujours en train de monter en flèche. Baxter a eu une idée. Il a remis les allumettes dans l'autre pièce. Et bien sûr, quand il est revenu, les relevés s'étaient calmés. La ligne du polygraphe était silencieuse. La seule chose à laquelle elle pouvait réagir, conclut Baxter, était l'image mentale. Il semblait que la plante avait été capable de lire ses intentions. À partir de ce moment, Baxter s'est concentré sur l'étude de ce phénomène. Il a effectué test après test sur de nombreuses plantes, laitue, orange, oignon, etc. Les tests n'ont fait que confirmer ce qu'il avait théorisé en premier lieu. Les plantes réagissaient aux pensées de ceux qui les entouraient. Baxter a publié ses conclusions dans le journal de parapsychologie en 1968, introduisant ainsi un tout nouveau terme, la perception primaire. Cette perception primaire, selon Baxter, fait référence à la syntonisation fondamentale entre les êtres vivants, selon laquelle les tissus vivants jusqu'au niveau des cellules individuelles ont la capacité de ressentir les événements et les émotions qui les entourent. Comme on pouvait s'y attendre, ces découvertes ont fait grand bruit et ont fait de Baxter une sorte d'icône de la culture populaire. Il a été interviewé par Johnny Carson et David Frost. Leonard Nimoy a fait une émission spéciale sur lui. Un livre à succès intitulé « La vie secrète des plantes » a été écrit sur son travail. Mais Baxter, loin de se complaire sous les feux de la rampe, était déjà passé à autre chose, étendant sa théorie à des tests sur des poulets, des œufs, des yaourts et d'autres organismes biologiques.
Chaque fois qu'il trouvait une perception primaire, il savait qu'il était temps de passer aux cellules humaines. Il a donc mis en place des études dans lesquelles il a prélevé des globules blancs dans la bouche d'une personne et les a reliés à une variante du polygraphe. Étonnamment, Baxter a découvert que les cellules réagissaient électrochimiquement aux états émotionnels de leurs donateurs. Un vétéran de Pearl Harbor, devant un documentaire sur les attaques aériennes japonaises, une mère recevant un appel téléphonique bouleversant de sa fille, un étudiant diplômé feuilletant les pages d'un magazine Playboy. Chacune de ces choses a provoqué un pic dans les lectures des cellules échantillonnées. Il semblait que, comme pour les plantes et d'autres choses, les cellules puissent ressentir les événements et les émotions qui les entourent. Les cellules étaient en fait à l'écoute. Ce concept n'était pas le fondement du travail de Bruce Lipton. Lipton était professeur à la faculté de médecine de l'université du Wisconsin, un biologiste cellulaire qui avait remporté des prix pour une technique de transplantation expérimentale qui allait être utilisée comme une nouvelle forme de génie génétique. En tant que tel, Lipton était bien respecté et reconnu pour sa spécialité. Mais en 1982, Lipton a fait une découverte si spectaculaire qu'elle a changé l'orientation de sa carrière et de sa vie. Alors qu'il menait des recherches sur les cellules, Lipton a fait la découverte révolutionnaire que la membrane extérieure d'une cellule était l'homologue organique d'une puce informatique, l'équivalent d'un cerveau qui communiquait avec l'environnement qui l'entourait. En d'autres termes, les cellules étaient réellement à l'écoute, comme l'avait affirmé Baxter. Au début des années 90, Lipton a mené de nombreuses expériences pour étudier comment cette membrane interagissait avec l'environnement qui l'entourait et comment cet environnement influençait le comportement et la physiologie de la cellule. Il a décrit l'une de ces expériences en détail. Les cellules souches peuvent devenir n'importe quel tissu du corps, et nous en avons tous des millions, pour remplacer les cellules endommagées. J'en plaçais une dans une boîte de pétri et elle se divisait toutes les 10 à 12 heures. Après une semaine, j'en avais 50 000, toutes génétiquement identiques. Je les divise en 3 groupes. Je modifie l'environnement chimique de chaque boîte. Un milieu de culture avec des nutriments, l'équivalent du sang, et suivant l'environnement, les différentes boîtes vont former des muscles, des os ou de la graisse. Donc, ça ne pouvait pas être les gènes qui contrôlaient le devenir de ces cellules. Elles étaient toutes identiques au départ. La seule différence était l'environnement. En bref, le sort de la cellule est contrôlé par les conditions de l'environnement. Lipton va encore plus loin en affirmant: l'environnement naturel d'une cellule n'est pas une boîte de pétri, mais le corps humain. Et les conditions de cet environnement, les neurochimiques, les hormones et les agents régulateurs qui le composent et le façonnent, sont contrôlés par le cerveau, libérés en fonction des pensées et des émotions. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie? Comme l'explique Lipton, pour autant que nous le sachions, nous n'avons pas choisi les gènes que nous avons reçus. Si nous n'aimons pas les caractéristiques que nous avons, nous ne pouvons pas changer les gènes. Cela nous amène à une conclusion malheureuse. Nous sommes victimes de notre hérédité. Autrement dit, si le cancer est présent dans votre famille, il faut s'attendre à ce que le gène du cancer vous affecte et que vous ayez un cancer, une maladie cardiovasculaire, le diabète, la maladie d'Alzheimer ou tout autre problème héréditaire. Nous sommes donc impuissants à contrôler notre biologie car les gènes la contrôlent en l'activant et en la désactivant et nous n'avons aucun contrôle sur eux. Sauf qu'en comprenant que vos gènes interagissent et changent en fonction de l'environnement qui les entoure et que cet environnement est contrôlé par votre cerveau, quelque chose de véritablement révolutionnaire est alors révélé. En prenant conscience de la source subconsciente de notre environnement, nous avons la possibilité de changer notre vie en réécrivant les programmes de limitation ou les choses qui nous entravent. Si nous changeons ces programmes, nous sommes responsabilisés, libres d'exprimer les souhaits et les désirs de l'esprit conscient. C'est vraiment ce dont il s'agit dans toute cette nouvelle biologie. Elle nous fait passer de l'idée que nous sommes des victimes de la vie à celle que nous sommes les créateurs de notre vie. Notre conscience est la source du grand potentiel de création du paradis sur Terre. Ce que Lipton disait, c'est que nous possédons la capacité d'activer et de désactiver nos gènes, de modifier la composition de notre corps par la pensée.
Il est important de noter que Bruce Lipton n'est pas le seul scientifique à avoir démontré que cela est vrai. Revenons à l'idée des placebos. D'innombrables études ont montré qu'en tant qu'analgésiques, les placebos incitent en fait notre corps à produire les véritables molécules endogènes qui réduisent la douleur. En bref, l'esprit amène le corps à produire ses propres opioïdes. Une étude récente a montré que les patients atteints de cancer qui pratiquaient la méditation de pleine conscience avaient une longueur de télomère préservée. Les télomères sont une portion d'ADN qui coiffe les chromosomes, un peu comme le bouchon en plastique d'une gourde. Ils se détériorent rapidement chez les personnes atteintes d'un cancer. En d'autres termes, la méditation peut réellement modifier votre ADN. De même, une autre étude a montré que les personnes qui méditaient présentaient des niveaux réduits de gènes pré-inflammatoires qui sont liés avec une récupération physique plus rapide après des situations stressantes. Là encore, l'esprit peut réellement modifier les gènes d'une personne, mais en fait, cela va encore plus loin. En 2014, des chercheurs ont construit le premier réseau de gènes qui pourrait être activement contrôlés par nos pensées, comme l'a décrit le responsable de l'étude, Martin Fussenegger. Pour la première fois, nous avons été en mesure d'exploiter les ondes cérébrales humaines, de les transférer sans fil à un réseau de gènes et de réguler l'expression d'un gène en fonction du type de pensée. Les recherches sur ce projet se poursuivent à ce jour, mais l'objectif est simple, créer un dispositif implantable qui pourrait être utilisé pour cibler nos pensées afin de combattre les maladies. Mais plus simplement encore, ce qui est clair, c'est qu'à maintes reprises, la science montre que nous sommes à l'écoute et qu'en utilisant l'esprit pour changer ce qu'il entend, nous pouvons changer ce qu'il fait. C'est peut-être ce qu'Hippocrate voulait dire lorsqu'il affirmait que chacun a un médecin en lui. Il suffit de l'aider dans son travail. La force de guérison naturelle qui se trouve en chacun de nous est la plus grande force de guérison. Avec ce que nous avons tous vécu ces derniers temps et ce que nous vivons toujours d'ailleurs concernant ces injections expérimentales à ARN messager, j'ai souhaité en vous proposant cette vidéo vous apporter un éclairage positif sur les recherches et les avancées en matière génétique et sur les possibilités extraordinaires que peuvent induire la manipulation génétique quand le but, bien sûr, est la bienveillance pour la guérison des patients en souffrance. Espérons, comme le dit le professeur Alexandra Henrion-Caude, que tous les travaux de recherche et les avancées en médecine génétique ne seront pas mis à mal par cette néfaste expérimentation mondiale, dramatique, dont les effets secondaires sont si graves que les peuples pourraient perdre légitimement confiance dans ce domaine pourtant si prometteur. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir les notifications futures. Merci encore, bien à vous tous et à très bientôt.